Bonjour à tous. Je propose qu'on attende encore 2-3 minutes parce que je vois que les gens rejoignent encore massivement le webinaire. Donc, je propose qu'on commence dans 2 minutes. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre et bienvenue à ce webinaire consacré donc à la préparation des projets immobiliers, en particulier les aspects relatifs aux demandes de permis. Alors, on est très heureux que vous soyez aussi nombreux. Vous êtes près de 190 inscrits, ce qui témoigne du fait que le sujet rencontre un véritable intérêt. On va essayer d'être à la hauteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Charles Poncelet. J'ai rejoint le cabinet Scoops début de cette année 2021, après 9 années dans un autre cabinet d'affaires belge. Donc, ma venue chez Scoops s'inscrit dans la perspective de développer la pratique donc d'urbanisme, d'environnement et d'immobilier du côté francophone du pays, donc Bruxelles et la Wallonie. Donc, on va commencer immédiatement parce que le temps est compté. On a 60 minutes, ce qui ne sera pas trop pour aborder le sujet. Deux choses, donc les questions, vous pouvez les poser dans le chat. Malheureusement, comme le temps sera très court, eh bien, je vous propose peut-être de revenir vers vous après le séminaire avec des réponses. On peut s'appeler, surtout n'hésitez pas. Et alors, les slides seront envoyés aujourd'hui après la présentation. Alors, l'objectif du séminaire d'aujourd'hui, 3 choses à retenir. Premièrement, je voudrais attirer votre attention sur quelques nouveautés relatives donc au droit de l'urbanisme à Bruxelles et en Wallonie, en lien précisément avec la préparation des permis et les étapes préalables au dépôt de la demande, des demandes de permis. Première chose. Deuxième chose, je voudrais partager avec vous quelques, ce que j'ai appelé clés de réussite pour qu'un projet puisse aboutir favorablement ou en tout cas augmenter toutes les chances de succès que le projet puisse aboutir. Et troisième chose, vous livrez ce qui, d'après notre expérience, s'avère aujourd'hui être des sujets de grande actualité, des préoccupations par rapport auxquelles les autorités se montrent très attentives et donc dont vous devez tenir compte dans le cadre de la préparation des projets. Alors, première chose, donc des réformes, ce qui nous vient de réformes récentes à Bruxelles et en Wallonie, la réunion de projet donc, qui a été instaurée à la faveur des dernières réformes des codes de droit de l'urbanisme, COBAT à Bruxelles entrée en vigueur en 2019 et CODET entrée en vigueur en 2017. Qu'est-ce que c'est la réunion de projet? Finalement, en fait, c'est une consécration réglementaire d'une pratique qui existait déjà auparavant et qui est l'idée que, avant de déposer une demande de permis auprès des autorités, on va aller tester, prendre le pouls et l'avis de l'autorité compétente pour tester sur les grandes orientations et, récolter les éventuelles remarques
que les autorités auraient sur la réalisation du projet. Avant, dans un deuxième temps, d'éventuellement adapter la demande de permis et la déposer officiellement. C'est donc un moment de dialogue, d'échange entre le demandeur de permis, d'une part, et les autorités publiques, d'autre part. Ça implique donc, ça n'implique pas le public, hein, les riverains, le public concerné, les tiers ne sont pas convoqués à la réunion de projet. C'était quelque chose qui avait fait l'objet de discussions, qui a été d'ailleurs critiqué, mais l'objectif qui a été retenu, c'est uniquement une discussion entre le porteur de projet d'une part et les autorités publiques d'autre part. Alors, quelles autorités? Du côté wallon, c'est toute autorité qui sera jugée utile. Du côté bruxellois, l'arrêté d'exécution relatif à la réunion de projet identifie un certain nombre d'autorités qui sont convoquées à la réunion de projet. Sans surprise, c'est le fonctionnaire délégué et les communes, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, le SIAMU, donc les services pompiers, le maître architecte et par ailleurs toute autorité que les autorités compétentes, fonctionnaires délégués et communes jugeraient utile, pour lesquels il serait utile d'avoir donc leur premier avis dans le cadre d'une réunion de projet. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ensuite la réunion de projet est une démarche qui est volontaire, facultative, ou bien s'agit-il d'une obligation qui devra nécessairement être exécutée préalablement au dépôt de la demande de permis. Alors, eh bien, côté wallon, le principe, c'est que c'est facultatif, donc au choix du demandeur de permis. Maintenant, il y a un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles la réunion de projet sera obligatoire. Ce sont pour les projets les plus importants, hein, qui sont visés comme tels dans le code d'été. Donc, les projets qui portent sur une surface de commerce de plus de 2500 mètres carrés, des bureaux de plus de 15 000 mètres carrés et les projets résidentiels qui comprennent plus de 150 unités de logement. Alors, à Bruxelles, la réunion de projet est également facultative. Alors, il y a, je vais dire, un peu de nouveau à Bruxelles concernant la réunion de projet, puisqu'on a une nouvelle circulaire qui a été adoptée par le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme, hein, Pascal Smet, courant du mois de juillet, le 16 juillet 2020. Cette circulaire comprend finalement les différentes modalités, les instructions qui sont prises par Pascal Smet à l'attention de ces services et qui concernent les différentes modalités dans lesquelles les réunions de projet doivent se tenir. Alors, cette circulaire s'applique aux projets pour lesquels le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente qui est présumée. Alors, en pratique, ça vise une large gamme de projets, puisque l'autorité compétente, le fonctionnaire délégué, est compétent à Bruxelles dès qu'il y a rapport d'incidence ou étude d'incidence. Hein. Les projets pour lesquels un rapport d'incidence est obligatoire sont nombreux. Hein. Dès que vous avez un projet dans lequel vous avez par exemple plus de 50 emplacements de parking, eh bien, il faut un rapport d'incidence et le fonctionnaire délégué est compétent. Dans ce cas-là, la circulaire donc trouvera à s'appliquer. Eh bien, cette circulaire prévoit que la réunion de projet sera fortement, ou plutôt est fortement recommandée pour les projets d'une certaine importance. Les projets qui sont soumis à l'avis du maître architecte, hein, donc le BMA, sachant que tous les projets qui présentent ou qui portent sur une surface de plus de 5000 m² sont obligatoirement soumis à l'avis du maître architecte. Les projets qualifiés de grande envergure en raison de leur caractère stratégique ou de leur caractère emblématique. Pour ces projets-là, la réunion de projet est donc considérée comme fortement recommandée. Alors, le dossier qui doit être préparé préalablement à la tenue de la réunion de projet, qui sera donc soumis aux autorités qui participeront à la réunion de projet. Du côté wallon, la description de ce dossier est assez succincte, donc il faut un plan de localisation avec une répartition des fonctions, hein, des commerces, bureaux et logements selon la fonction forcément du projet envisagé. À Bruxelles, il y a davantage de détails dont il faut tenir compte.
d'une part, l'arrêté d'exécution qui fixe donc les modalités relatives à la réunion de projet indique que ce dossier doit comprendre une note de présentation avec un certain nombre d'éléments que j'ai repris ici dans le slide, l'identité et les coordonnées du porteur de projet, localisation du projet, etc. Donc un certain nombre d'éléments de fait pour lequel forcément vous devez donc avoir déjà une vision suffisamment claire sur le projet. Et par ailleurs, la circulaire administrative dont je vous ai parlé contient une deuxième série d'éléments à reprendre dans cette note à soumettre aux autorités. Donc, je retiens, et c'est ce qui me paraît sans doute le plus intéressant, que cette note doit déjà comprendre des développements relatifs aux aspects de durabilité. Donc, vous devez déjà, à ce stade finalement très précoce de votre projet, réfléchir, avoir déjà un certain nombre d'éléments à faire part à l'autorité concernant sa durabilité, sa circularité. En cas finalement de projet où vous envisagerez une démolition totale ou partielle, eh bien, vous devrez déjà reprendre un argumentaire qui justifie la démolition, un argumentaire en termes de patrimoine et d'environnement. Alors, toujours concernant la circulaire, donc à Bruxelles, il y a deux choses qui me paraissent assez remarquables et sur lesquelles je souhaitais attirer votre attention. Première chose, la circulaire indique que lors de la réunion de projet, eh bien, vous devrez déjà faire état vis-à-vis des participants du processus de participation qui a déjà été réalisé. Processus de participation. Donc, vous devez être prêt à déjà vous expliquer sur la manière dont vous avez impliqué le public concerné, les tiers, les riverains, sur la réalisation du projet. Donc, et une instruction comme ça qui provient du gouvernement confirme encore davantage le mouvement, la tendance de participation du public qui est croissante. J'y reviendrai dans un instant, un peu plus tard dans la présentation. Donc voilà, veillez à déjà avoir à l'esprit dans ces étapes préparatoires du permis, comment vous pouvez impliquer le plus en amont possible le public concerné par votre projet. Donc la première chose. La deuxième chose qui me semble aussi intéressante, c'est que la circulaire indique que lorsque les autorités qui sont sollicitées, qui sont autour de la table lors de cette réunion de projet, eh bien, expriment des positions qui sont fort divergentes, eh bien, l'autorité bruxelloise, la Urban Brussels, devra mener des consultations internes pour tenter de dégager une position commune vis-à-vis du demandeur. Donc, chose intéressante qui part d'un constat en pratique, qui est que les porteurs de projets dans des phases préparatoires comme celle-là ont parfois des difficultés à essayer de réconcilier, de concilier les différentes positions des autorités qui sont parfois pas nécessairement identiques, voire parfois même contradictoires. Eh bien, ici, on a une confirmation du souci de la part de l'autorité qu'elle va essayer de parler d'une seule voix et d'accorder ses violons. Voilà. Donc, intéressant, en tout cas en théorie, on verra en pratique comment les choses se passeront. Alors, question suivante qui se pose concernant la réunion de projet et en particulier son issue. Quelle est la valeur des discussions qui s'y tiennent et en particulier des conclusions? Alors, première chose, en Wallonie et à Bruxelles, la réunion de projet doit se solder sur la préparation d'un procès verbal qui reprendra donc les conclusions de la réunion de projet. J'ai indiqué les délais dans lesquels les procès-verbaux devront être réalisés. En ce qui concerne la valeur, alors, le procès-verbal reprendra donc les conclusions des discussions. Soyez bien conscients qu'il ne s'agit pas d'un accord de principe. Il n'y a pas de force obligatoire qui est associée aux discussions qui se tiennent lors de la réunion de projet. En pratique, vous savez que si c'est un non qui est largement exprimé lors de la réunion de projet, clairement, ce sera un non et c'est un feu rouge pour votre projet, en tout cas dans l'état dans lequel vous l'avez exposé. Si c'est un oui, c'est un peut-être. Vous êtes sur la bonne voie, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est gagné et c'est pas un préjugé sur la décision finale, puisque l'autorité se réserve alors la possibilité de changer d'avis. Alors justement,
Qu'en est-il si on a un vrai revirement, je vais dire, radical dans la prise de position des autorités? Donc, les textes sont assez clairs, pas de valeur, pas d'effet obligatoire. Si par contre, on se rend compte que l'autorité adopte une position tout à fait différente donc dans les suites de l'instruction de la demande de permis et que cette position est justifiée sur des éléments qui ne sont pas des éléments nouveaux, qui sont des éléments que l'autorité avait déjà en main lors de la réunion de projet, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de critiquable? Est-ce qu'on ne peut pas invoquer des principes de bonne administration, hein, donc ces principes plus généraux auxquels l'administration est tenue, notamment le principe de confiance légitime? L'autorité, lors de la réunion de projet, a fait part d'une position qui a fait naître une certaine confiance légitime. S'il y a un changement radical de position, qu'en est-il? Bon, il n'y a pas encore de jurisprudence sur la question puisque ce sont des éléments issus de réformes encore récentes. Ce ne sera pas évident à mon avis, mais donc c'est un élément clairement à suivre. Alors, un petit bilan plus critique sur le déroulement de ces réunions de projet, hein, après 3 ans, en tout cas du côté wallon, d'entrée en vigueur de cette formalité. Je vous dirais, la réunion de projet, c'est quelque chose de potentiellement utile. Elle n'est utile en tout cas que si vous êtes déjà suffisamment avancé dans la réflexion sur votre projet. Il faut un degré d'aboutissement minimum pour que ça puisse avoir une utilité suffisante. Vous devrez donc y démontrer, et vous devrez déjà avoir la réflexion sur la question de savoir les différents points auxquels, des réglementations applicables auxquelles votre projet répond. Des questions de planologie, des questions de différentes réglementations, des polices sectorielles, environnementales, urbanistiques, auxquelles votre projet sera soumis. Si l'issue de la réunion de projet est négative, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'en pratique, vous devez changer votre projet et n'essayez pas d'aller de l'avant au forcing, ça ne marchera pas. Une difficulté pratique qu'on a vu survenir lors des réunions de projet et lors des suites des instructions de demande de permis, c'est parfois, lors des réunions de projet, donc on a un certain nombre d'autorités, un grand nombre d'autorités qui sont associées, qui sont autour de la table, avec des avis parfois effectivement divergents, comme je l'ai dit. Donc, pas toujours évident de réconcilier ces différentes positions et c'est pas toujours facile non plus d'avoir des prises de position claires parce que quand les autorités sont nombreuses, elles sont parfois réticentes à exprimer des avis, je vais dire, un peu plus tranchés. Elles ont plutôt tendance à relayer, je vais dire, des lignes rouges ou des éléments qui sont pour elles absolument indispensables, mais elles ne vous donneront pas nécessairement d'indication ou de feu vert très clair sur la faisabilité de votre projet. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que selon moi, et la pratique le confirme, c'est que cette réunion de projet ne doit certainement pas remplacer les réunions individuelles, les réunions en one-to-one que vous pouvez avoir avec des autorités individuelles et qui peuvent parfois justement se montrer des réunions plus efficaces parce que les autorités se sentent parfois pouvoir avoir une parole plus libre lorsqu'elles sont uniquement face aux porteurs de projets sans autres autorités consultées. Donc en conclusion, un outil qui peut clairement être intéressant, on l'a vu, parfois il est même obligatoire ou fortement recommandé et donc vous devrez nécessairement y passer sans que vous deviez vous poser la question de l'opportunité de l'organiser. Mais voilà, il ne faut pas en attendre trop et ne pas surestimer l'utilité de cette réunion de projet. Alors, donc c'était le premier grand chapitre de la présentation, les nouveautés ou choses relativement récentes en lien avec les étapes préalables à la préparation des dossiers. Deuxième chose, les quelques clés de lecture que je voulais vous livrer, ce que j'ai appelé aussi les tips and tricks. La première chose et vraiment l'idée principale que je voulais partager avec vous, c'est que selon moi, la clé de réussite majeure pour la réalisation fructueuse d'un projet et surtout pour les projets plus sensibles, les projets de plus
plus grande envergure. C'était ce que j'ai appelé ce triangle d'or, ces 3 éléments fondamentaux qu'il faut avoir constamment à l'esprit. Première chose, que votre projet soit objectivement présenté et qu'il repose sur une justification technique, scientifique qui soit correcte et bien étayée. Je vais y revenir. Hein. Ces 3 éléments, je vais les décliner successivement dans la suite de la présentation. Deuxième chose, que vous ayez un projet qui soit sur le plan juridique aussi correctement et solidement motivé, justifié et étayé. Troisième chose, que vous veillez à soigner les aspects de communication en lien avec votre projet, tant vis-à-vis des autorités que vis-à-vis du public et des tiers, mais j'y reviendrai aussi un peu plus en détail. Alors, premier élément de mon premier côté de mon triangle, l'objectivation factuelle et scientifique de votre projet. De plus en plus, on remarque que les autorités scrutent vraiment dans le détail les demandes de permis et que vous devez arriver avec l'ensemble des éléments qui justifient de la faisabilité technique de votre projet. Soyez bien conscient des différents impacts que votre projet a sur l'environnement de manière générale et arrivez le cas échéant avec des notes, avec des justifications précises qui démontreront eh bien, en quoi l'impact de votre projet est correctement maîtrisé. Hein. Alors, ça se traduit en particulier maintenant par le biais des évaluations des incidences que vous connaissez bien. C'est déjà une formalité qui date de 1985, puisque la première directive relative à l'évaluation des incidences des projets date de 1985. Eh bien, je ne soulignerai pas jamais suffisamment l'importance d'avoir une évaluation des incidences qui est correcte et complète, qui porte sur l'ensemble des compartiments de l'environnement, comme on dit, du type qui envisage chacun des types d'impact du projet. L'étude d'incidence, qui est donc le type d'évaluation des incidences qui est obligatoire pour les projets de plus grande envergure, pour les installations classées de classe 1, pour ceux qui sont plus familiers avec la réglementation. J'ai l'habitude de dire que l'étude d'incidence, c'est véritablement la clé de voûte des projets. C'est un élément, la pièce fondamentale du projet. Si votre étude d'incidence est d'une moindre qualité, contient des erreurs, des failles, eh bien, il est évident que ces lacunes vont contaminer vraiment négativement toute la suite du processus de demande de permis. Donc, la qualité approfondie et importante de votre étude est fondamentale. C'est dans l'étude que vous trouverez aussi, que vous donnerez aux autorités à la fois qui seront consultées et l'autorité compétente qui, in fine, statuera sur votre demande de permis. C'est dans l'étude que vous devez avoir tous les éléments fondamentaux qui permettront d'emporter la conviction des autorités sur le fait que votre projet est un bon projet et qu'il doit recevoir l'aval des autorités. C'est aussi, s'il y a certaines réserves, s'il y a certaines évaluations négatives qui sont mises en avant dans l'étude, eh bien, veillez à proposer des solutions, veillez à proposer des mesures d'atténuation ou des mesures compensatoires auprès des autorités. Ça permettra aussi, le cas échéant, eh bien, d'obtenir l'accord des autorités. C'est l'évaluation des incidences, vraiment ce que j'appelle la matrice factuelle qui sera décisive dans la suite du processus en cours. C'est dans l'étude que, aussi au niveau de la préparation des documents, des formulaires de demande de permis, eh bien, on trouvera les éléments principaux, et j'y reviendrai aussi dans un instant. Si, comme je le disais, l'étude souligne ou met en avant des éléments négatifs, ne pas mettre ces éléments sous la carpette, ne pas les ignorer, au contraire, être transparent par rapport à cela, et plutôt réfléchir à une manière de correctement appréhender et rencontrer ces soucis en proposant des solutions et en adaptant, le cas échéant, votre demande de permis aux recommandations qui auront été formulées par le bureau d'études. Et alors, autre point qui provient aussi de la pratique, c'est qu'on voit ces dernières années émerger un phénomène de ce que j'ai appelé les contre-études d'incidence.
Dans les projets les plus sensibles, les projets qui sont d'une plus grande envergure et qui rencontrent davantage d'opposition et où vous avez des oppositions, des tiers qui sont vraiment structurés, qui sont organisés pour opposer eh bien, une opposition au projet, eh bien, ces comités, ces tiers n'hésitent parfois pas à faire appel à des bureaux d'études autres ou bien à des centres scientifiques d'université pour scruter vos études et pour réaliser une contre-étude dont l'objectif va essayer de mettre en avant toutes les possibles failles de votre étude à vous et dans le but d'aller auprès de l'autorité ensuite et de dire, voyez, l'étude qu'on vous a soumise, elle est lacunaire, elle contient des erreurs et donc vous ne pouvez pas octroyer ce permis ou bien vous, si ça arrive après l'octroi du permis, eh bien vous n'avez pas pris votre décision, statué en connaissance de cause. Et on a comme ça des arrêts assez emblématiques. J'ai cité un exemple ici où le Conseil d'État a décidé d'annuler purement et simplement des autorisations, des permis, au motif que des études qui avaient été faites par la suite par des opposants étaient parvenues à semer le trouble, à semer le doute. Et donc, le Conseil d'État a estimé que l'autorité ne justifiait pas correctement sa décision au regard des incidences environnementales du projet. Premier élément de notre trilogie, c'était la justification factuelle. Deuxième chose maintenant, la justification juridique. Veillez à avoir un fondement juridique vraiment robuste de votre projet. Ça passe par quoi en pratique? Eh bien, veillez dans les différents documents de votre demande de permis et tout au long de la procédure d'instruction des demandes à apporter aux autorités l'ensemble des éléments ici juridiques, donc essayer de démontrer un maximum en quoi votre projet est conforme à la réglementation applicable, en quoi ce que vous proposez de réaliser coche vraiment toutes les cases réglementaires. Partez du principe qu'il faut alimenter l'autorité un maximum, pré-mâcher tout et réaliser tout le travail en partant de l'hypothèse que les autorités, en tout cas certains services urbanistiques, on sait les conditions dans lesquelles ils travaillent, les conditions de manque de main-d'œuvre. Et donc, vous avez intérêt à faire un maximum de travail et à apporter tous ces éléments sur la table des autorités qui n'auront, si elles les partagent en tout cas et s'il est d'accord, elles n'auront qu'à se les approprier, à les reprendre et le cas échéant, à en faire état dans ces décisions qui iront, espérons-le, dans le sens de vos projets. Exemple, lors d'une enquête publique, lorsque des réclamations ou lorsque des observations à l'encontre de votre projet seront réalisées, n'hésitez pas à prendre la plume et à proposer des réponses à l'autorité qui n'auront finalement, de nouveau, si elle estime que ces réponses sont pertinentes, elle pourra se les approprier et les reprendre dans les décisions dans lesquelles elle statue sur les demandes de permis. Toujours sur la correcte justification juridique de vos projets, il y a vous le savez, dans les réglementations, différents formulaires à remplir, à joindre à votre dossier de demande de permis, les arrêtés d'exécution à Bruxelles et en Wallonie prévoient ces formulaires. N'hésitez parfois pas à joindre des notes urbanistiques lorsqu'il y a certains points plus sensibles où vous exposerez plus en détail comment vous vous proposez de répondre à telle ou telle préoccupation et comment, selon vous, vous répondez à telle exigence en matière urbanistique ou environnementale. Avec une attention particulière que vous devrez accorder à la question des dérogations et des écarts. Alors, c'est un peu à mettre en lien avec le cadre juridique belge en matière urbanistique. Vous savez qu'on a en Belgique une multitude de couches réglementaires en lien avec l'urbanisme et donc on se retrouve parfois et souvent avec des réglementations ou des niveaux de réglementation distincts, parfois pas nécessairement, qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. Et donc, pour les grands projets, il est rare que vous soyez absolument conforme à toutes ces prescriptions réglementaires. Et donc, lorsqu'il y a une dérogation, lorsque vous vous écartez de certaines de ces dispositions, vous devrez formellement demander une dérogation ou un écart. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Eh bien, parce que
on voit aussi une attention de plus en plus forte qui est consacrée à cela, notamment aussi dans les oppositions au projet, des oppositions qui portent sur une justification insuffisante des demandes de dérogation. Alors, les demandes de dérogation, elles doivent être basées sur des éléments de nouveau techniques, sur des éléments factuels, même si dans la demande de permis, eh bien, un juriste pourra soigner la correcte motivation, revoir, fine-tuner la justification d'une dérogation. Fondamentalement, elle est fondée sur des éléments d'ordre architecturaux, d'ordre urbanistique. Pour vous donner un exemple, en Wallonie, lorsque un projet s'écarte de dispositions ou des prescriptions du plan de secteur, il y a une possibilité donc de demander une dérogation. Une des conditions à respecter, à démontrer, c'est que votre projet contribue à l'aménagement du paysage bâti et non bâti. Typiquement, hein, contribution du paysage bâti non bâti, c'est un élément qui n'est pas juridique. Il faudra donner une justification, un emballage juridique à cette condition-là, mais fondamentalement, vous devez apporter des éléments techniques, des éléments architecturaux là-dessus. Si ces éléments ne sont pas repris dans les plus gros projets, dans les évaluations des incidences, bien vous aurez vraiment des difficultés à essayer de justifier auprès des autorités pourquoi cette dérogation ou cet écart est correctement justifié. Alors, toujours concernant le fondement juridique de votre demande, vous devrez justifier d'une part en quoi votre projet répond à la réglementation en vigueur, toutes les règles, je vais dire, applicables qui ont été adoptées par des autorités fédérales, régionales ou communales et qui sont contenues dans des textes qui ont une valeur contraignante, mais aussi des critères plus généraux. En Belgique, en tout cas à Bruxelles et en Wallonie, les critères du bon aménagement des lieux, j'y reviendrai dans un instant. Mais donc, distinction entre ce que j'ai appelé et ce qui est communément appelé hard law et soft law. Hard law, donc l'ensemble des règles connues qui ont une valeur réglementaire, qui doivent automatiquement, nécessairement être respectées, mais aussi ce qu'on appelle donc la soft law, c'est-à-dire une série de dispositions qui existent, qui sont des recommandations, qui sont des guidelines, quel que soit le nom pratique qu'on leur donne, mais qui sont des dispositions qui, même si elles n'ont pas formellement une valeur contraignante, eh bien, n'en seront pas moins importantes parce qu'en pratique, elles seront prises en considération par les autorités. Il s'agit de points d'attention importants que les autorités auront à l'esprit lorsqu'elles examineront votre demande de permis. Exemple, dans la commune d'Ixelles, après les dernières élections communales, eh bien, la commune a adopté ou a rédigé une trentaine de ce qu'elle a appelé des points d'attention. Ce sont des critères qui portent par exemple sur la réalisation de projets en intérieur d'îlots, sur la manière dont des chantiers doivent se réaliser, la gestion durable ou l'aménagement, la conception durable de votre projet. Une série donc de critères qui n'ont pas été adoptés dans un règlement communal qui vous est strictement opposable, mais qui sont pourtant des éléments vraiment pertinents que vous devez avoir à l'esprit. Donc, ces deux catégories. À côté de cela, le critère du bon aménagement des lieux, alors c'est un peu chez les juristes urbanistes la tarte à la crème, c'est un critère, quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui a retrouvé un peu de vie avec les dernières réformes du droit de l'urbanisme dont je vous ai parlé, avec le CODT et le COBAT. J'ai repris ici les différentes dispositions qui mentionnent cette notion de bon aménagement des lieux. C'est quoi en pratique? C'est un critère qui donne une certaine latitude aux autorités qui vont prendre position sur votre projet et qui, c'est comme ça que c'est souvent un peu décrié du côté des porteurs de projets, qui donne une appréciation subjective, qui donne la place à l'appréciation subjective de l'autorité très importante. Donc, difficile
d'identifier précisément sur quoi en pratique ça porte, mais donc on a de la jurisprudence du Conseil d'État encore récente qui a essayé de dégager un petit peu ce que en quoi constituerait ce que constituerait ce critère de bon aménagement des lieux. J'ai repris un extrait ici. Retenez pour moi, il y a deux choses importantes. C'est un, montrer que l'impact de votre projet est maîtrisé, qu'il n'y a pas d'impact significatif ou d'incidence inacceptable sur les conditions locales de votre projet. Et deuxième chose, que votre projet s'intègre harmonieusement dans le cadre bâti préexistant. Démontrer que, du point de vue du voisinage, des voisins, eh bien, votre projet s'intègre correctement dans le milieu qui préexistait. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, un terrain d'application, je vais dire, du critère de bon aménagement des lieux et qui fait référence à une distinction que les juristes en la matière connaissent bien. Lorsqu'une autorité en matière d'urbanisme va statuer sur une demande de permis, elle statue au regard d'un ensemble de règles de police de l'environnement, de police urbanistique. Mais selon l'expression consacrée, elle prend position, le cas échéant, elle octroie un permis sous réserve des droits civils des tiers. L'idée, c'est que une chose est d'obtenir le permis et d'obtenir l'acte administratif qui va vous autoriser à mettre en œuvre le permis. Une autre est de bénéficier des droits civils nécessaires pour pouvoir concrètement, effectivement, réaliser votre projet. Et donc, traditionnellement, lorsque l'autorité compétente en matière d'urbanisme statue sur une demande, elle dit que c'est sous réserve et sans préjudice des droits civils des tiers. Elle ne se prononce pas sur cette question. Maintenant, dans certains cas, cette ligne de démarcation est un petit peu brouillée et le Conseil d'État, dans certaines hypothèses, en certains cas, a été amené à censurer des projets, à annuler des décisions au motif que des problèmes de droit civil qui lui étaient soumis, eh bien, dans la mesure où ils étaient la cause d'une mauvaise urbanisation, de ce qui était considéré comme une mauvaise urbanisation dans le projet, eh bien, ces problèmes de droit civil pouvaient aboutir à une annulation du permis. Donc, c'est le cas, par exemple, imaginons, vous avez un projet commercial, création d'une surface de commerce avec un parking qui est censé abriter les utilisateurs, les clients de votre parking. En ce qui concerne les accès, question qui est souvent fort débattue, si vos accès au parking qui sont aménagés sont grevés par ailleurs de servitudes de passage au bénéfice de fonds voisins et qui, en pratique, sont utilisés par un certain nombre de tiers, eh bien, les autorités pourront être réticentes et se dire, certes, il y a les utilisateurs qui vont utiliser votre accès pour le commerce, mais il y a aussi d'autres utilisateurs qui habitent dans les environs. Et moi, sur cette base-là, j'estime que les conditions d'accès ne sont pas suffisantes, ce sera trop congestionné par exemple, et donc on a un problème de droit civil qui débouche sur ce que j'estime moi, autorité, être une mauvaise urbanisation du projet. Alors en pratique, comment est-ce que vous pouvez essayer d'intégrer ça, d'implémenter ça dans vos projets? Première chose, veillez à bien démontrer que le projet s'intègre harmonieusement dans l'environnement bâti et non bâti de votre projet. N'hésitez pas, par exemple, à produire des perspectives de votre projet depuis les propriétés voisines pour essayer de démontrer que l'impact visuel en termes de bruit est un impact qui est correctement maîtrisé et qui est acceptable. Deuxième chose, le cas échéant dans des projets complexes, n'hésitez pas non plus à expliquer en quoi vous disposez des différents droits civils nécessaires à la réalisation concrète de votre projet. Alors, maintenant, donc, toujours sur mon deuxième axe donc de la justification juridique des projets, je voulais partager avec vous, sur base de ce qu'on voit dans la pratique, quelques exemples ou quelques préoccupations qui sont vraiment sous les spotlights pour le moment et des soucis ou des préoccupations récurrentes que les autorités ont et au regard desquelles elles vont examiner vos projets. Première chose très en vogue, c'est la
problématique de la démolition-reconstruction et les notions d'économie en lien avec l'économie circulaire. Les autorités, aujourd'hui, en particulier à Bruxelles, se montrent de plus en plus réticentes à autoriser la démolition de certains projets. En tout cas, elles ne l'autorisent qu'après que vous ayez apporté une analyse de ce que Bruxelles Urbanisme et Patrimoine appelle aujourd'hui une analyse multicritère, c'est-à-dire une analyse dans laquelle vous allez montrer que cette démolition est justifiée, voire même s'impose, pour un certain nombre de motifs. Des motifs liés à la valeur, ou plutôt l'absence de valeur patrimoniale des constructions existantes, le fait que les constructions existantes sont anciennes, qu'elles sont devenues obsolètes, des questions de performance énergétique des bâtiments, donc vraiment arriver avec une batterie d'arguments qui démontreront que la démolition est justifiée. Et essayer évidemment, dans la mesure du possible, et si ce n'est pas absolument indispensable, de privilégier le maintien des constructions existantes, ou en tout cas d'une partie des constructions existantes. La presse d'hier se faisait l'écho du projet donc Cours Saint-Michel, l'ancien siège d'ING, où les porteurs de projets Immobel et Basic Red ont décidé de maintenir dans la demande de permis, de prévoir un maintien, en tout cas important, des constructions existantes pour justement essayer de ne pas s'aliéner la vie des riverains et essayer de susciter le moins de remous possible. Donc, vous voyez, vraiment une question fortement d'actualité. Deux choses encore à dire, c'est si la démolition s'impose, essayez toujours de démontrer que vous allez pour partie récupérer, réutiliser une série de matériaux issus de la démolition. Il y a certains projets aujourd'hui à Bruxelles aussi emblématiques. Je pense des projets dans le quartier nord où les développeurs sont parvenus à récupérer, ou en tout cas c'est leur objectif, réutiliser 95% des matériaux qui seront démolis, qui seront déconstruits. C'est évidemment quelque chose auquel les autorités publiques sont extrêmement sensibles, qu'elles apprécieront significativement, et donc vous augmentez d'autant les chances de succès qu'un projet puisse évoluer favorablement vers un octroi de permis. Donc récupération, réemploi des matériaux, mais aussi autre chose auxquelles les autorités se montrent sensibles, c'est la question de la modularité, l'adaptabilité de vos projets. Aujourd'hui, vous voulez réaliser, par exemple, une tour de parking dans un projet, essayez d'expliquer ou de concevoir votre projet en vous disant que si aujourd'hui un parking s'impose, dans 10, 15, 20, 30 ans, lorsque on n'aura plus les mêmes besoins en capacité d'emplacement de parking, la construction en question pourra être ajustée, pourra être modifiée, adaptée pour recevoir une nouvelle fonction et qu'elle sera adaptable. Dans la conception actuelle que vous faites du projet, il n'y a pas d'aspect irréversible. Vous pourrez toujours adapter en fonction de l'évolution de l'urbanisme futur. Et donc, il sera utile, si c'est une préoccupation importante dans votre projet et qu'il y a des choses à justifier sur ce point-là, de joindre une petite note qui explique ces aspects-là. Alors, autre sujet, vous le savez suffisamment, hein, en lien avec la mobilité, on ne compte plus aujourd'hui les projets qui échouent en raison d'une mauvaise conception de la mobilité. À quoi faut-il être attentif? Alors, pour les aspects de mobilité, pour reprendre ma dissection tout à l'heure, il faut à la fois être attentif aux éléments de hard law. Donc, pour réaliser, par exemple, un parking dans toutes les régions en Belgique, vous devez obtenir un parking au-delà d'un certain seuil. En fonction du nombre d'emplacements de parking, vous aurez un permis classe 1, classe 2, classe 3. Ce sont des choses auxquelles vous devez impérativement répondre. Le COBRAS à Bruxelles, par exemple, fixe un certain nombre d'emplacements de parking pour les bureaux en fonction des superficies de plancher des bureaux. Vous aurez droit à un certain seuil, à un certain quota d'emplacements de parking. Le RRU à Bruxelles aussi prévoit un certain nombre d'emplacements de parking en fonction de l'affectation de votre projet. Donc forcément, vous devez répondre à ces aspects de hard law, mais il y a à côté de ça
d'autres sources, je vais dire, auxquelles vous devez être attentive, des recommandations. Je pense par exemple en région Wallonne, il y a des guidelines qui ont été rédigés, adoptés, et qui reprennent eh bien, des quotas ou des idées de nombre d'emplacements de parking par surface ou en fonction du type d'affectation que vous envisagez dans votre projet. Ayez aussi à l'esprit ce type de document, et vous, si vous démontrez que vous avez conçu votre projet en tenant dûment compte de ce type d'outils, eh bien, ce sera positivement reçu par les autorités. Donc, n'hésitez pas aussi à joindre à vos demandes de permis une évaluation de l'impact de la mobilité. Pour les plus grands projets soumis à étude d'incidence, c'est obligatoire, mais il y a des projets pour lesquels ça ne l'est pas nécessairement. Dans le doute, et lorsque vous sentez que la question de la mobilité va être un point sensible, n'hésitez pas à faire évaluer ce type d'impact de manière approfondie par un bureau d'études, le cas échéant, agréé, qui bénéficie donc de la crédibilité auprès des autorités et qui démontrera, si possible, que votre projet s'intègre au niveau de la mobilité correctement dans son environnement. Argument très fréquent qu'on voit aussi soulevé par des opposants de projet, c'est les campagnes de recensement que vous avez fait donc en termes de mobilité ne reflètent pas suffisamment la réalité. Certes, vous avez fait quelques recensements, mais qui ne traduisent que partiellement la réalité. Et donc, les opposants essayeront d'argumenter que l'autorité ne peut pas prendre une décision en connaissance de cause si on ne lui a fait part que d'une partie de la situation. Donc voilà, essayez d'être de nouveau le plus complet possible dans l'évaluation de l'impact de vos projets. Autre chose, grand point d'attention, vous pourrez certainement en témoigner, grand point d'attention sur les questions de mobilité douce et de mobilité durable. Aujourd'hui, c'est vraiment un point qui cristallise une attention très importante dans des dernières commissions de concertation auxquelles j'ai assisté depuis le confinement. On voit que c'est un sujet qui est largement débattu et on va très fort dans le détail. Par exemple, dans des projets résidentiels, est-ce que la capacité d'emplacement de vélos est suffisante? Les parkings vélos sont-ils bien localisés dans l'immeuble à un endroit tel qu'il va suffisamment encourager les utilisateurs à prendre leur vélo? Est-ce que vous avez des abris qui sont suffisants et qui protègent les utilisateurs pour essayer d'encourager un maximum l'utilisation du vélo? Donc, quelque chose que vous devrez aussi soigner. Autre préoccupation du moment, les emplacements de parking pour véhicules électriques, parfois avec la pose de bornes de recharge. C'est quelque chose auquel certaines autorités en particulier sont de plus en plus sensibles, Bruxelles Environnement en particulier à Bruxelles. Veillez si possible aussi à l'envisager, en sachant aussi que il y a d'autres autorités à Bruxelles, je pense au SIAMU en particulier, qui se montrent plus réticentes sur ce sujet-là, puisqu'on voit de plus en plus des avis du SIAMU négatifs sur des emplacements de parking pour véhicules électriques dans des parkings souterrains, parce que le SIAMU considère que ça ne présente pas la sécurité suffisante. Donc de nouveau, vous voyez, sur des sujets comme ça, il faut un petit peu naviguer entre des prises de position divergentes de la part des autorités. Démontrer aussi que votre projet se raccorde à des accès en transport en commun, on l'entend aussi très souvent. Et alors, concernant la question des parkings, des emplacements de parking pour véhicules, il faut aussi un petit peu naviguer entre deux eaux. Vous devrez démontrer que vous avez suffisamment d'emplacements de parking, un nombre suffisant pour absorber le besoin existant, et que donc vous ne provoquez pas de risque de report de stationnement en voirie, comme c'est souvent critiqué par des opposants. Entre ça, d'une part, et d'autre part, la critique très en vogue aussi du tout à la voiture. Vous prévoyez trop d'emplacements de parking dans votre projet, ça va encourager l'utilisation, les utilisateurs à recourir à leur véhicule pour vous rendre sur votre projet. Autre préoccupation importante, la question de l'imperméabilité des sols, à mettre en lien avec
comment dirais-je, avec les préoccupations des autorités au sujet du changement climatique, on voit de plus en plus que la question des précipitations et de la gestion des eaux pluviales à l'échelle du projet est déterminante dans le chef des autorités lorsqu'elles doivent prendre une décision, et une attention croissante à ce sujet. Essayez de nouveau de démontrer que vous avez correctement appréhendé cet impact-là dans votre projet. Alors, quels sont les éléments pratiques d'attention des autorités? Démontrer que vous gérez à l'échelle de votre parcelle les eaux de pluie et que vous évitez un maximum le rejet des eaux de pluie vers les égouts, et donc que vous êtes autonome en matière donc de gestion des eaux. La question des bassins d'orage, on voit souvent des discussions aussi complexes qui se cristallisent sur ce sujet-là. Envisager des citernes de récupération des eaux de pluie, de nouveau pour essayer de mettre en évidence que vous avez intégré la circularité de votre projet. Alors, dans certains cas, les toitures végétales sont même obligatoires. À Bruxelles, le RRU prévoit que pour les toitures plates qui ne sont pas accessibles et qui présentent une surface de plus de 100 mètres carrés, toiture végétale obligatoire, mais même lorsque ça n'est pas obligatoire, eh bien, ça peut être un élément pour essayer de améliorer votre dossier d'un point de vue de sa durabilité et du point de vue de la gestion des eaux. Montrer aussi que la question de la perméabilité a suffisamment été intégrée. On voit des aménagements aujourd'hui de parking, par exemple, avec des revêtements perméables, pour essayer de montrer aussi que vous avez dans la conception de votre projet prévu un maintien de la végétation le plus important possible, la création, par exemple, de fossés naturels de récupération des eaux. Tout ça sont des éléments pratiques qui maximiseront les chances que l'autorité porte une appréciation positive sur cet élément-là qui reçoit une attention croissante de la part des autorités. Alors, mon dernier point d'attention, il est lié à la question des établissements de commerce en Wallonie, à la réglementation sur les permis socio-économiques. La réglementation wallonne prévoit dans des arrêtés d'exécution la composition du dossier de demande de permis socio-économique, un permis d'implantation commerciale. Et on constate à la lecture de ces différents éléments qui sont listés, eh bien que parfois le porteur de projet n'a pas nécessairement les informations qui sont demandées en main et qu'on n'a pas toujours la visibilité suffisante sur certains éléments parce que la demande de permis est préparée à un stade, je vais dire, premier, et que, par exemple, concernant la question de l'identification du type d'enseigne que vous devez reprendre, puisque donc l'arrêté d'exécution exige que dans votre demande, vous indiquiez de manière précise le type d'enseigne pour chaque cellule de votre projet. Ce n'est pas toujours évident parce que lorsque vous envisagez de réaliser un projet d'établissement commercial, vous avez parfois envie d'avoir d'abord votre permis en main pour pouvoir aller vers le marché et tester, je vais dire, l'attractivité de votre projet. Et donc, vous ne savez pas encore nécessairement quelle sera l'affectation précise de votre projet. Bien, on voit que dans la logique du législateur, ici, vous devez déjà avoir, au stade du dépôt de la demande de permis, une vision suffisamment claire sur l'affectation exacte de votre projet. Et alors, dans certains cas, l'administration wallonne, la DGO6 compétente en matière d'implantation commerciale, va même encore un petit peu plus loin que ce que dit la réglementation, et elle exige que vous indiquiez quel est le nom de l'enseigne qui prendra en occupation la cellule ou telle cellule de votre établissement de commerce. Alors que l'arrêté dont je vous parle vous dit qu'il faut mentionner un type d'enseigne, il arrive que la DGO6 ait refusé des demandes de permis parce qu'elle n'y voit pas suffisamment clair et qu'elle reproche que vous n'ayez pas fait état dans la demande de l'enseigne, du nom de l'enseigne auquel le nom de l'enseigne qui prendra en occupation une partie de l'espace de votre ensemble commercial.
Troisième et dernier côté de mon triangle, hein, la question des compétences communicationnelles. Autre sujet très différent, mais pas moins important. Lorsque vous élaborez, lorsque vous construisez votre projet, veillez à avoir toujours à l'esprit de bien soigner les aspects de communication de votre projet, tant vis-à-vis des autorités que vis-à-vis des tiers. Vis-à-vis des autorités, c'est assez clair. Il faut être transparent, engager des discussions le plus rapidement possible pour pouvoir prendre en considération l'avis et essayer, le cas échéant, d'adapter votre projet aux demandes qui seraient faites de la part des autorités, mais aussi communication vis-à-vis des tiers, vis-à-vis du public concerné. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais on voit vraiment à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, et ça n'a de cesse d'augmenter, que la question de la participation du public est croissante. Elle est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Il n'y a pas un projet d'envergure aujourd'hui sur lequel on ne consulte pas le public, hein. Vous voyez ça dans tous les grands projets, le projet de la 5G par exemple, le projet, les plans d'aménagement directeur à Bruxelles, la boucle du Hainaut, projet emblématique pour le moment en Wallonie. Tout ça sont des projets pour lesquels les autorités se montrent extrêmement attentives au fait que le public impacté sera envisagé. Il y a vraiment un réflexe de la part des autorités d'être un petit peu paralysés ou tétanisés par le grief qu'on puisse leur faire d'avoir élaboré un projet sans tenir compte de l'avis du public. Voilà, c'est un élément donné, c'est comme ça. C'est une lame de fond qui continuera d'évoluer, et donc vous avez vraiment intérêt à engager, vous inscrire dans cette logique le plus en amont possible de vos projets par des moyens divers. Il y a des choses aujourd'hui assez originales qui se font, hein, des ateliers avec les riverains, des ateliers de co-construction où on va mettre autour de la table les porteurs de projets, mais aussi des panels de riverains qui vont faire part de leur avis sur la manière dont eux voient l'urbanisation de leur quartier dans les années à venir. Voilà, donc élément essentiel qu'il faut avoir à l'esprit et à activer, donc comme je l'ai dit, le plus tôt possible dans votre projet. On voit aussi, et c'était la question dans la circulaire dont j'ai parlé au départ, une tentative ou un réflexe de la part des autorités d'essayer de reporter ce mécanisme ou ce processus de participation sur le demandeur, hein. Classiquement, la participation, notamment au travers, par exemple, de l'enquête publique dans les demandes de permis, était initiée par les autorités publiques. Aujourd'hui, on voit un souhait de la part des autorités publiques de demander aux porteurs de projets de s'en charger eux-mêmes. Voilà, c'est aussi un élément donné dont il faut tenir compte dans vos projets. Élément aussi qui me paraît essentiel, c'est dans les projets, encore plus dans les projets d'envergure et les projets sensibles, c'est vraiment occuper ce que j'ai appelé le driving seat, être au devant des choses, être à la manœuvre. Lorsque vous voyez que des réclamations négatives sont formulées contre votre projet, des avis des autorités qui sont négatifs, essayez d'être très réactif dans l'évolution de votre projet. Aujourd'hui, les différentes réglementations régionales ont intégré des processus d'adaptation des demandes de permis en cours après dépôt des demandes de permis. Donc, vous avez la possibilité d'adapter vos plans, les plans de vos projets en cours de route. N'hésitez pas à les faire, et donc n'hésitez pas de manière générale d'être vraiment au devant du processus et à anticiper un maximum sur ce qui pourrait être exigé, sur ce qui pourrait être critiqué plus tard dans un projet. Mieux vaut perdre quelques temps, quelques semaines, lorsque vous êtes en cours d'instruction d'une demande de permis et déposer des plans modificatifs, plutôt que devoir perdre des mois, voire des années in fine, parce que votre projet sera recalé in fine. Alors, autre chose qui peut vraiment être décisif aussi dans la réalisation de votre projet, c'est obtenir, dans toute la mesure du possible, les soutiens politiques qui sont nécessaires. Alors, c'est sans doute encore davantage vrai lorsque les projets vont jusqu'à des étapes de recours, puisque les recours contre les permis
en Wallonie et à Bruxelles, eh bien, sont de la compétence du gouvernement. Donc, ce sont les ministres compétents qui prennent la décision. Donc, essentiel d'essayer autant que possible d'avoir des relais, d'avoir des contacts avec les cabinets des ministres pour faire passer les messages que vous voulez faire passer. Essayez de mettre en avant les forces de vos projets pour que un ministre qui, sans doute, n'aura que quelques minutes à consacrer à l'examen de votre recours sache immédiatement quels sont les tenants et aboutissants de votre projet et tout de suite quelles sont les forces de votre projet. Et dernier élément sur lequel je voulais attirer votre attention et qui fait un petit peu suite aussi à des constats dans notre pratique, de voir que pour les projets les plus difficiles à faire évoluer positivement, eh bien, on voit lorsque l'opposition au projet est particulièrement bien structurée, eh bien, les opposants n'hésitent pas parfois à diffuser des informations, à diffuser des lettres toutes boîtes dans lesquelles elles vont démonter votre projet. Alors, c'est pas toujours évident de réagir à des attaques comme ça sur vos projets. Quelques de nouveaux clés pour moi qui me paraissent importantes dans la juste réaction à avoir. Toujours essayer de se mettre sur le terrain des faits. On remarque que les critiques qui sont faites contre les projets sont très souvent, ou en tout cas pour partie, procèdent de raisonnements un peu approximatifs ou à l'emporte-pièce, parfois avec des choses, des affirmations qui sont fausses. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment prendre chacun des arguments factuels, les combattre pied à pied et y répondre sur le terrain des faits. Essayer pièce et je vais dire élément probant à l'appui de démontrer que ce qui a été dit, ce qui est véhiculé comme information est tout simplement faux. Ne pas hésiter aussi à faire appel parfois pour vous soutenir à des experts, on en a parlé, des experts, le cas échéant en fonction des domaines qui sont agréés par l'autorité publique et qui donc ont la crédibilité auprès des autorités suffisante pour que l'information que vous allez pouvoir mettre sur la table ait plus de poids que ce qui est parfois invoqué avec un grand retentissement par des comités de riverains ou des associations opposées à vos projets. Dernière chose encore, vous voyez la photo ici, c'est quoi? C'est bien la propriété de Barbara Streisand, située le long de la côte californienne à Malibu. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette photo? Eh bien, parce que dans les années 2000, Barbara Streisand a intenté une procédure judiciaire suite à la diffusion de cette photo-là que vous voyez, photo aérienne de sa propriété, par quelqu'un qui faisait des études sur la dégradation du littoral. Et alors que la photo en question n'avait été vue que par quelques personnes, le simple fait d'avoir engagé une procédure contre la personne qui diffusait ces photos, eh bien, a déclenché une publicité gigantesque sur cette photo. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues voir dans les mois et dans les années à venir le site en question. Pourquoi je vous dis ça? C'est que bien, parfois, des attitudes comme celle-là où on va vouloir essayer de répondre systématiquement à des opposants ou ici, en l'occurrence, essayer de faire retirer ou de stopper la publication de certaines informations, eh bien, ça peut avoir un effet contre-productif. Ça peut réellement desservir votre thèse. Parfois, mieux vaut faire le gros dos par rapport à des choses qui vont être dites, fût-elle fausse, sur votre projet, mais simplement vous dire que c'est un mauvais moment à passer. Évidemment, si cette campagne de dénigrement connaît une publicité très large et que ça revient aux oreilles des autorités, alors parfois, là forcément, vous n'aurez sans doute pas le choix, il faudra y répondre, mais donc bien ajuster la réponse que vous réserverez à des attaques contre vos projets. Voilà. On en arrive à l'étape aux quelques réflexions conclusives. 4 choses à vous dire. On le voit et vous le savez sans doute si vous participez à ce séminaire. L'obtention des permis autorisant la réalisation des projets est de plus en plus difficile. Parcours du combattant avec vraiment un chemin qui est semé d'embûches. Il faut essayer d'identifier chacune de ces difficultés, de ces embûches, les traiter, y répondre
une par une, le plus en amont possible, pour essayer de vraiment déminer les difficultés tant qu'il est encore temps. Deuxième chose, essayer de provoquer ou de susciter les moments de dialogue, les opportunités de concertation, que ce soit avec les autorités publiques et avec les tiers. Déminer le plus en amont possible, donc je l'ai dit, essayer vraiment de désamorcer des difficultés éventuelles le plus tôt possible dans votre projet. Et alors, dernière chose, on constate, et je pense que la présentation l'a mis en évidence, que les projets sont de plus en plus aussi des work in progress. Hein. Donc, on n'est plus à déposer une demande de permis au jour X projet qui va être figé et qui va, le cas échéant, aboutir à une décision qui va autoriser un projet en l'état. Mais de plus en plus, ce sont des projets qui, en raison de l'input des uns et des autres, hein, des avis des autorités, des observations des tiers, les projets sont de plus en plus appelés à évoluer. En tout cas, vous avez intérêt à vous inscrire dans cette logique-là, de faire adapter votre projet dans la mesure où c'est possible, évidemment, et dans la mesure où votre projet reste économiquement soutenable, à faire évoluer votre projet dans ce sens-là. Voilà, donc malheureusement, on n'a pas le temps de répondre aux questions. J'espère que vous avez pu les poser dans le chat. Il est encore temps si vous voulez. Je ne vois pas malheureusement le dernier slide avec mon adresse email, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions. J'espère que ce séminaire vous aura donné l'occasion de retenir quelques éléments utiles pour la réalisation et l'exécution de vos projets à venir. Voilà, j'espère pouvoir en rediscuter avec vous lorsque ça se présentera. Bonne journée à tout le monde.